Donc je vais vous parler en fait de ce que j'ai fait pendant ma thèse, principalement sur l'évolution de la température des rivières en Suisse, avec aujourd'hui un focus plus particulier sur les rivières alpines, parce que pour les autres rivières, ça a déjà été globalement couvert avec des effets similaires. Donc pour me présenter rapidement, moi j'ai étudié au départ la physique puis le climat entre Genève et Berne. Après j'ai fait un doctorat à l'EPFL, donc sur le thème de l'impact des changements climatiques passés et futurs, tant sur la température et le débit des rivières, que j'ai poursuivi par un postdoc au SLF à Davos, le centre de recherche sur la neige et les avalanches en Suisse. Donc là, j'ai continué plutôt à travailler sur la neige, aussi des séries temporelles passées et futures pour la neige en Suisse. Et j'ai quitté l'académie en janvier. Je suis devenu prévisionniste en fait à Météo Suisse, l'équivalent de Météo France, mais avec encore un petit bout de recherche sur la climatologie qui me permet de garder un petit pied là-dedans. Le gros des résultats, en fait, toute ma thèse a été faite dans le cadre d'un projet national qui s'appelait CH2018, qui, en fait, on est des scénarios de changement climatique pour la Suisse, fait par Météo Suisse, qui s'appelait CH2018, et un pendant hydrologique de ça, donc un projet financé par l'Office fédéral de l'environnement. C'est un document qui peut éventuellement intéresser des gens, qui existe en ligne, qui est en français, et l'objectif du projet était de couvrir, en fait, les divers impacts des changements climatiques dans le milieu hydrologique. Moi, j'ai particulièrement travaillé sur la thermie des rivières, les lacs, les glaciers, enfin beaucoup d'aspects ont été couverts, ça peut être quelque chose d'intéressant. Donc, première partie, je vais vous parler un peu de ce qu'on apprend par les observations, et peut-être commencer par un petit point sur la Suisse. Donc, la Suisse, c'est un pays quand même avec une bonne partie alpine, qui est divisée, on peut, si on veut, en 4 grands bassins versants avec la partie sud-ouest et le Doubs dans le Jura qui vont drainer chez vous dans le Rhône. Toute la partie nord, en fait, qui va drainer dans le Rhin, en direction de la mer du Nord. Et avec ici, vous avez la source du Rhin et du Rhône qui sont en fait très très proches, à quelques kilomètres, mais qui vont partir dans des directions totalement opposées. Une partie ici à l'est qui part en fait dans le Danube. Et enfin, la partie italophone de la Suisse, le Tessin, qui va dans le Pô, dans la mer Adriatique. Donc, hydrologique, c'est vraiment le centre de l'Europe. Et dans le contexte actuel de changement climatique, eh ben, ça ne va pas sans quelques tensions avec nos voisins. Par exemple, avec les Italiens, encore cet hiver, autour de la régulation du niveau des lacs, et avec les Allemands, le long du Rhin, parce qu'on a le Rhin qui part à Bâle, et on a nos centrales nucléaires en Suisse qui sont situées dans cette région. Et l'impact thermique de nos centrales nucléaires sur le Rhin a créé quelques frictions avec les Allemands et les pêcheurs allemands qui voyaient leurs poissons mourir plus en aval. Donc voilà, cette situation centrale pose quelques problèmes. À ma connaissance, autour du Rhône, tout se passe bien avec les Français. Donc la première partie de ce travail était de se dire on a beaucoup de longues séries temporelles en Suisse, comme c'était montré précédemment. On a des séries automatiques depuis les années 60, qui n'avait en fait jamais été vraiment analysé. On a un rapport annuel du département fédéral de l'environnement, mais c'est tout. Au début de ma thèse, je me dis, commençons déjà par ce qui existe. Donc j'ai pris un certain nombre de stations, on a dû faire du nettoyage, parce que, un peu comme c'était dit avant pour la France, historiquement, les premières stations ont été mises en aval de centrales nucléaires, de stations d'épuration, enfin de sources de disturbance, et si on veut faire une analyse plutôt climatique, on va plutôt aller chercher les stations qui sont moins perturbées. Donc on a pu quand même extraire un certain nombre de stations qu'on a divisées en 4 grandes familles. Premièrement, les régions, les stations du plateau, donc en orange à basse altitude, celles qui sont en aval des lacs, donc on a beaucoup de lacs en Suisse et ça a un impact sur la température. Et enfin les stations alpines et les stations qui sont fortement perturbées par la présence de barrages, comme par exemple le Rhône en vallée. Juste pour situer, je donnerai 3 petits exemples de plus tard, et ces 3 exemples se situent à ces endroits-là, pour que vous ayez une idée vraiment des stations au milieu des Alpes. Donc qu'est-ce qu'on observe? Bon, sans trop de surprise, on observe un réchauffement dans toutes les rivières sur les 40 dernières années. Si on regarde en moyenne décennale, on a un saut entre les années 80 et les années 90, mais qui s'inscrit dans un réchauffement constant. Il faut savoir qu'au moment où j'ai commencé ma thèse d'état de l'art en Suisse, pour la Confédération, c'était basé sur un papier de 2006, qui en gros avait comparé le début des années 2000 et jusqu'aux années 80, et qui avait conclu de dire il y a eu un saut entre les années 80 et les années 90, mais sinon plus rien, pas d'impact du changement climatique.
Donc là, on a quand même remis un peu les pendules à l'heure, de dire non, en fait, oui, il y a eu un saut, mais il y a quand même un trend très très clair dans la continuité, dans le réchauffement des rivières. Plus intéressant, si on regarde maintenant par type de bassin, et qu'on les regroupe un peu en deux, avec d'un côté ceux qui sont en aval des lacs et les plateaux, et de l'autre côté les bassins alpins et les bassins qui ont beaucoup de barrages, qui sont principalement alpins, bon, on voit un rythme de réchauffement qui n'est pas du tout le même. Si on regarde ici, on voit très bien, on a un rythme de réchauffement qui est plutôt de 0,4 degrés par décennie, consistant un peu avec ce qui a été présenté avant pour la France. Par contre, si on va dans les bassins alpins, on a un réchauffement qui est beaucoup plus faible. Ça a été assez surprenant parce que dans les Alpes, c'est des rivières avec très peu de débit en été, on s'attendait plutôt à ce que ce soit plus sensible, et en fait pas. Et à ce niveau-là, on a attribué cette différence principalement à la fonte de la neige et des glaciers, et ça on va le voir après en détail, qui joue un rôle de tampon, en fait, plus il fait chaud, plus ça fond, et du coup ça joue un rôle de tampon dans les rivières. Aussi, ce qu'on voit, c'est que ça a été très bien expliqué avant, montré pour le Rhône, on a vraiment des rivières qui ont des caractéristiques alpines, et une fois qu'elles passent dans des lacs, toute cette caractéristique alpine, et en termes de régime, que ce soit de débit ou de température, est complètement perdue, et ça se voit aussi sur les tendances de température. On aurait pu imaginer que les lacs puissent servir peut-être temporairement de tampon thermique. Le lac Léman, c'est quand même un lac avec un temps de résidence de 100 ans. Peut-être se dire qu'avec le mélange, le lac va un peu temporiser le réchauffement, en fait pas du tout. Le lac s'équilibre avec le reste et une fois que l'eau elle sort du lac, elle a complètement perdu toutes ses caractéristiques alpines, également au niveau des tendances. Juste un petit mot sur le débit, si on regarde les 4 dernières décennies en Suisse, on peut se dire oula, il y a une perte de débit assez importante, mais qu'en fait, si on regarde sur le plus long terme, elle va pas vraiment. On a ce pic des années 80 qui contribue à calmer un peu le réchauffement à ce moment-là, puis après du coup ce chiffre dans les années 90. Mais ce qu'on observe sur les dernières décennies ne peut pas du tout être attribué au changement climatique, ça s'inscrit vraiment dans des cycles beaucoup plus longs. On s'est posé la question justement dans ces rivières de se dire cette tendance de débit qui est quand même là depuis 40 ans, quel rôle elle a dans le réchauffement par rapport à la température. Finalement, quel est le facteur le plus important sur le long terme? Est-ce qu'on peut corréler plus facilement la température de l'air et la température de l'eau, ou la température de l'eau et le débit? Et en fait, il s'avère que la température de l'eau est quand même toujours très fortement corrélée avec la température de l'air, et qu'elle l'est beaucoup moins avec le débit. Sachant qu'en parenthèse, ici, vous avez le nombre de bassins où ces corrélations ne sont pas significatives. Et on avait environ une quarantaine de bassins, où pour la plupart des bassins, en fait, la corrélation entre les débits, les tendances de température et de débit sont assez faibles. Le seul moment où il y a une corrélation qui est vraiment marquée, c'est pendant la saison d'été, bien sûr, avec des débits très faibles, des étiages. Là, ça a un impact sur la température. Mais globalement, de manière annuelle, en fait, la tendance de débit ne semble pas, dans le cadre de la Suisse, impacter tant que ça la température des rivières. Voilà, ça c'était quelque chose. Si on regarde plus particulièrement l'exemple d'une rivière alpine, on a ici le débit et à droite la température. Pour le débit, on voit un chiffre très clair sur les 2 dernières décennies. Donc, il y a vraiment eu ce chiffre de précipitation et aussi un changement de régime en termes de nivologie. En fait, c'est ce changement de la fin des années 80, on le retrouve tout à fait dans les hauteurs de neige en Suisse. Et accompagné, donc moins de neige, accompagné de températures plus hautes, on a beaucoup moins de neige résiduelle en été. Donc en fait, on a une grosse diminution du débit en été parce qu'on n'a plus du tout de fonte pendant l'été. Une légère augmentation du débit au printemps, parce qu'une saison de fonte qui est, même si on a moins de neige, on a une saison de fonte qui commence plus tôt, donc un débit qui va légèrement augmenter au printemps. Et on a vraiment déjà un chiffre qui se met en place dans les rivières alpines. Et si on regarde ce que ça donne au niveau de la température, on voit sur la dernière décennie déjà une augmentation assez marquée. Et ça, malgré le fait que les rivières alpines se réchauffent plus lentement que les autres, on a quand même cette augmentation assez marquée. Ce qui est intéressant, c'est de regarder un peu le détail des différentes années. Et ici, vous avez l'anomalie de température en été pour 5 bassins alpins
comparé à la médiane de la Suisse. Et on a 2003, le bien connu 2003, et de manière très intéressante, les bassins alpins n'ont pas du tout réagi en 2003. En fait, quel que soit, si on va avant 2015, quelle que soit l'anomalie de température, positive ou négative, la température des bassins alpins semble vraiment à peu près constante. De nouveau, ça, on peut l'attribuer par hypothèse. C'est pas facile à vérifier, parce qu'on n'a pas de très bonnes données localisées vraiment de la fonte des glaciers. On a des estimations de balance de masse, mais plus globales. Vraiment par cet effet tampon de s'il fait chaud, s'il fait chaud, les glaciers et la neige fondent, ça apporte de l'eau froide, et inversement, s'il fait plus froid, on n'a pas cet apport. Par contre, à partir des dernières années, ça commence gentiment à changer. Et je reviendrai à la fin de la présentation sur des données que j'ai mis à jour, justement pour aujourd'hui. Ça, c'était l'état de ma thèse. On n'a pas pu vraiment expliquer ce qui se passait, à part se dire la dynamique semble gentiment changer, et je vous montrerai après quelques mesures. Donc ça, c'était un peu l'état des lieux sur ce qui s'est passé avant. Après, il y a une deuxième partie du travail qui était des projections pour le futur, basé sur une modélisation physique. Donc on avait un modèle assez complexe pour la neige et les glaciers, complètement physique, puis un modèle hydrologique, je dirais physique une fois que l'eau était dans la rivière, mais on a toujours un peu le problème de cette boîte noire entre deux, qui est toute la partie de où c'est que l'eau passe dans le sol, comment et à quelle température elle arrive dans les rivières. Et ça, c'est une partie du modèle qui était calibrée. Donc c'est une représentation, je dirais, semi-physique, avec vraiment ce trou au milieu qui, à ma connaissance, à part des modèles très très précis qui peuvent exister sur un bassin en particulier, sont très compliqués à effectuer. Donc, sans surprise, qu'est-ce qu'on attend pour le futur? Ça se réchauffe partout. Mais dans le cas, à nouveau, de la Suisse et des bassins alpins, je ne sais pas pourquoi le blog ça ne parle pas complètement, c'est pas grave, on a la médiane. On a des effets de rétroaction supplémentaires, c'est-à-dire que, un peu comme en France, les projections nous disent un peu plus de précipitations en hiver et moins de précipitations en été. Dans le cas de bassins fortement enneigés, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'hiver, on a plus de précipitations, mais on a aussi moins de chutes de neige. On a toute une bonne partie de l'eau qui ne va pas du tout être stockée, qui va directement partir dans les rivières, et on a plus de fonte directement pendant la saison hivernale. Donc tous ces effets vont se combiner pour vraiment accentuer l'augmentation du débit hivernal. Et à l'inverse, en été, on a moins de pluie, plus d'évapotranspiration et moins de fonte, parce qu'on aura moins de neige, quasi plus de neige qui aura survécu jusqu'à l'été, et on aura un bon bout de nos glaciers qui auront disparu. Il faut savoir que pour les glaciers en Suisse, il en reste encore, mais le pic de débit de fonte, il est vraiment maintenant. Il est vraiment dans les années actuelles. Là, il y a des glaciers qui commencent déjà à disparaître complètement. Donc, plus on va aller dans l'avant, les glaciers vont continuer à fondre, mais la masse annuelle de fonte va commencer à diminuer à cause des glaciers qui vont disparaître. Donc, on a vraiment cet apport qui commence à être en déclin et qui est déjà fortement en déclin dans certains bassins où les glaciers ont complètement disparu. Et donc, si on regarde ici l'exemple d'un autre bassin alpin, on a la projection pour la fin du siècle avec des scénarios de mitigation très forts de changement climatique ou des scénarios sans mitigation. Si on regarde le scénario 8.5, on a vraiment ce qu'on a commencé à voir précédemment avec ce pic de débit qui s'avance. On a un pic qui va complètement s'avancer de presque 2 mois pendant l'année, qui sera aussi plus plat, parce que le fait que la saison de fonte commence plus tôt, elle aura tendance à être moins intense, parce qu'au mois de mars, on a un rayonnement du soleil qui n'est pas très très fort, donc la fonte commence plus tôt, mais plus lentement, donc on a un pic un peu plus étalé. Mais surtout sur le milieu, la fin de l'été, où avant on avait le pic de fonte, au mois d'août on a déjà plus d'eau, et donc un impact sur la température des rivières alpines qui sera assez extrême, beaucoup plus que sur les rivières à basse altitude. D'une certaine manière, comme si pour l'instant le réchauffement plus lent qu'on avait, il allait être rattrapé. Donc ces rivières vont avoir moins de temps pour s'adapter à un réchauffement qui est plus important. À nouveau, si on regarde sur le long terme, qu'est-ce qui est le plus important? Si on essaye de corréler la différence de température de l'air et de rivière, et la différence de débit et de rivière avec ces sorties de modèles,
Sur nos bassins de basse altitude, on voit que le débit n'a pas beaucoup d'impact sur les tendances à long terme. Par contre, si on regarde la force de prédiction du modèle, sur les bassins alpins, là, le débit joue un rôle plus important. Donc, vraiment, cette différence de débit en été joue un rôle très très important dans les bassins. Donc les questions ouvertes qui restent, c'est le rôle du débit qui n'est pas toujours clair justement entre le long terme sur le court terme. Oui, c'est très important dans les périodes d'étiage, mais sur le long terme, est-ce que les tendances de débit jouent un rôle si grand sur la tendance annuelle de température de l'eau? C'est pas si évident. Et le rôle de la fonte de la neige et des glaciers, qui n'est pas facilement mesurable et qui n'est pas du tout facile d'inclure dans les modèles. Comme je disais, il y a toujours cette boîte noire au milieu où c'est que l'eau passe dans le sol, qu'on sait qu'elle rejoint la rivière. Comment garder la trace de la température, de dire que c'était de la température de fonte, c'est pas du tout facile. Et juste pour conclure, vous avez promis un petit retour aux observations. Pour les quelques dernières années, ça c'est un autre bassin alpin, avec vraiment ce réchauffement qui continue et ce plot qu'on avait vu avant en rajoutant les dernières années, on voit que 2003 avait très peu réagi et que 2022 a énormément réagi. Donc ça semble vraiment confirmer ce qui se met en place, qu'il y a un changement. Et si on essaye de le corréler entre les différentes variables, c'est pas du tout simple. Ici vous avez l'anomalie de température en 3 années exceptionnelles. Ces 3 années ont eu une anomalie de précipitation qui est exactement la même, mais par contre l'anomalie de débit est très très différente entre ces 3 années. Donc, qu'est-ce qui cause cette anomalie de débit si on n'a pas les précipitations? Une des hypothèses, ça peut être la neige. Ici, on a l'anomalie de fonte. Et ce qui s'est passé en 2022, c'est qu'il y a eu un printemps très très pauvre en neige. Donc, il n'y a eu plus de fonte de neige pendant l'été. Donc, cette absence de neige pourrait expliquer ce gros manque de débit et donc la plus grande réactivité. Mais en contrepartie, 2022 a aussi été une année record de fonte des glaciers. On a eu très peu par la neige, beaucoup par les glaciers. Donc ça, c'est pour montrer que ce n'est pas du tout évident de faire les liens entre ces variables, que je pense que la continuation de l'acquisition de données, peut-être le partage de données, c'est aussi mentionné avant, peut-être entre différents pays alpins pour agrandir ces jeux de données, pourrait vraiment aider à comprendre un peu mieux ce qui se passe dans ces bassins. Voilà, je vous laisse pour le café. Merci.